Aujourd'hui, je devine ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars en mariage. Alors attention, je concentre mes chakras divinatoires. Il y a un Canon R6 avec un 24-70. Ou alors, j'ai une autre vision, un Nikon Z7 avec un 24-70. Ou alors, un Sony A7 III avec un 24-70. Alors moi je suis sûr qu'avec ces trois réponses, on a fait le tour de 90% des kits de photos de mariage de photographes professionnels un petit peu installés. Et c'est tout à fait normal, ce boîtier-là et ce kit-là, c'est le plus efficace possible, ça fait largement le taf et c'est tellement performant qu'on pourrait faire même aussi bien avec des boîtiers bien moins performants. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand on crée un kit de mariage totalement what the fuck et overkill à base de moyen format 102 mégapixels. Parce que oui, de mon côté, ça fait déjà 2 saisons que je travaille avec un Fuji GFX pour lequel j'avais vendu un de mes deux reins, mais que voilà, je travaille avec du moyen format 102 mégapixels en mariage et ça se passe très très bien. J'en ai déjà fait une vidéo de review à long terme de cet appareil photo où je te parle un petit peu des avantages et des inconvénients que ça peut avoir. Mais au mois de décembre, le Père Noël de YouTube m'a apporté un copain, ou un concurrent plutôt, avec le Hasselblad X2D2. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant d'acheter le Fuji, j'avais considéré un temps de prendre un Hasselblad X2D première version, mais à l'époque, il y avait pas mal de choses qui m'avaient dérangé, notamment l'autofocus qui était très lent, et il y avait pas mal de choses, je sais plus exactement quoi, mais qui m'avaient fait dire que c'était pas un appareil qu'on pouvait utiliser confortablement en mariage, aujourd'hui en numérique. Mais après quelques mois de prise en main du X2D2, en fait, il y a beaucoup de problèmes de cette première version qui ont été corrigés, notamment en termes de l'autofocus, de la rafale, de la réactivité. Et je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un boîtier qui est assez mûr pour survivre à un environnement plus rythmé, qui est celui du mariage. Je cale quand même quelque part que si tu veux vraiment faire le pas au X2D2 pour ta photographie de mariage, achète-le sur Digitphoto avec mon code affilié EMGK, ça me fera vraiment plaisir. J'ai donc décidé de l'intégrer à mon kit sur les premiers mariages de la saison, à côté du GFX. Ce qui se passe, c'est que j'ai le X2D2 avec le 55 mm 2.5 d'un côté, et le GFX avec le 110, qui est une optique plus longue, de l'autre côté, et ça me fait un petit peu comme si j'avais un kit avec un 35 et un 85, c'est plus proche de un 40 et un 84, quelque chose comme ça. Un kit de focale fixe, plein format, mais en moyen format à 102 mégapixels. Alors, comment ça fonctionne ensuite sur le terrain? Alors, le X2D2, déjà, je trouve que c'est un boîtier qui a une prise en main vraiment très intéressante pour un boîtier moyen format, parce qu'il est très compact, léger, et surtout quand il est avec une focale fixe comme le 55. Alors, associé avec le zoom, le 35-100 qui existe aussi, ce serait plus polyvalent, mais aussi beaucoup plus lourd. Et de toute façon, j'ai pas les 4500 € qu'il faudrait pour y l'associer pour l'instant, donc je fais avec le 55. En termes de prise en main, sur le terrain, le X2D2, c'est vraiment un boîtier qui est assez transparent, je trouve. C'est un boîtier qui est assez minimaliste, il est concentré uniquement sur la photo, donc t'as pas du tout de fonction vidéo, mais pour le coup, t'as aussi assez peu de réglages et ils sont très facilement accessibles, soit par l'écran tactile, soit par des boutons. Et comme l'écran tactile est large, c'est hyper facile de naviguer dessus par rapport à des écrans plus petits. Et il n'y a pas 25 milliards de sous-menus. Donc en fait, tu accèdes très rapidement à ce que tu veux changer sur un mariage. Globalement, ça va être le type de focus continu ou pas, le suivi de sujet ou pas, bref. La balance des blancs aussi, qu'on va changer éventuellement régulièrement. Mais tu as les réglages qui sont là très très rapidement et c'est assez facile de les changer à la volée. Même si tu as peu de boutons et que c'est un design qui reste assez minimaliste. Il y a quand même pour moi quelques soucis de ce point de vue-là dans la prise en main de ce boîtier en mariage dans des environnements un petit peu rapides par rapport à d'autres. Le premier, c'est pour moi le bouton d'allumage, puisque c'est un bouton au lieu d'un switch et je trouve ça pas très pratique de devoir appuyer sur un bouton, surtout que le temps d'allumage quand l'appareil est totalement éteint est un petit peu long, beaucoup plus long que sur mon GFX par exemple. Et moi qui ai tendance à prendre le réflexe d'éteindre les boîtiers pour économiser la batterie, des fois c'est un petit peu gênant. J'aime pas trop le laisser en veille. Quand il est en veille, le réveil se fait instantanément, mais j'aime pas trop le laisser en veille parce que ça pompe quand même pas mal de batterie.
L'autre souci dans l'ergonomie du boîtier pour moi, c'est le passage d'un mode à l'autre pour passer du mode manuel au mode priorité à l'ouverture, par exemple. En fait, c'est pas par une molette, il faut appuyer sur un bouton et scroller avec une molette de commande. Et c'est moins pratique que lorsqu'on a juste une molette PASM qui permet de naviguer. Donc, c'est pas trop gênant, on s'y habitue et ça se fait, mais c'est vrai que on perd quelquefois quelques précieux dixièmes de seconde quand on veut passer d'une fonction à l'autre. Et voilà, on sent que l'ergonomie du boîtier, ça fonctionne, c'est pas non plus gênant et on s'y fait, mais c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation par rapport à des boîtiers plus traditionnels et parfois le système est un tout petit peu moins rapide et un tout petit peu moins efficace. Mais globalement, une fois qu'on a pris le pli, ça pose pas de souci. Moi, de mon côté, je travaille de toute façon très souvent en mode priorité à l'ouverture et puis parfois même avec les ISO en automatique. Parce que je trouve que sur ce boîtier, c'est ce que je te disais, il est assez transparent dans la manière dont il se met entre toi et le moment. C'est un boîtier sur lequel je fais totalement confiance en termes d'automatisme, que ce soit sur l'exposition, que ce soit pour le suivi du sujet, que ce soit pour l'autofocus. J'ai l'habitude de dire, je l'avais dit dans mes reviews initiales, mais que c'est vraiment un boîtier on a l'impression d'avoir un point and shoot de 102 mégapixels. C'est vraiment ça, et voilà, je peux lui faire totalement confiance sur l'exposition, même sur la balance des blancs en automatique, il fait ça très très bien, et c'est vraiment un boîtier qui, je trouve, permet de se concentrer à fond sur le moment et de lâcher vraiment beaucoup de choses en termes de réglage. Je suis plutôt contrôle fric, donc j'ai tendance à vraiment essayer de contrôler mes réglages, mais je sais aussi que dans ma personnalité, quand je suis en mariage, j'ai tendance aussi à vachement me laisser emporter par le moment. Et le fait d'avoir comme ça un boîtier sur lequel je peux lui laisser beaucoup de contrôle sur les réglages, sur l'automatisme, sur l'exposition, et je sais que ça va être nickel derrière, c'est vraiment très libérateur pour moi parce que ça me permet vraiment d'être à fond dans le moment. Dans cette vidéo, je parle pas beaucoup de la qualité des images parce que, voilà, à ce prix-là, de toute façon, c'est bon, il n'y a pas de plainte à avoir. Mais c'est surtout la rattrapabilité des fichiers et l'aisance qu'on a à travailler avec ces fichiers qui est assez dingue. Donc, je te montre ici un petit peu des avant-après d'une séance de couple. Donc, à gauche, tu as l'importation de l'exposition du boîtier et après, ce qu'on peut en faire. Et il y a vraiment beaucoup de flexibilité. Bien évidemment, tout ce qui va être recrop, je sais pas si j'en ai là ici, voilà, mais le recrop, on peut recropper énormément sans perdre en qualité d'image. Voilà, tu vois l'image de départ et puis le crop que j'en ai fait. Et on peut encore zoomer à 100 voire à 300% dans l'image. Alors sachant que là, il y a un peu de grain, etc. Donc forcément, j'ai dégradé volontairement la qualité de la prise de vue, mais voilà, ça reste très 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 qualitatif sans aucun souci. Donc voilà, si tu veux plus d'infos sur la qualité d'image de ce boîtier, je t'invite à aller voir ma review complète que j'avais déjà faite. Mais bien évidemment, à ce tarif-là, la qualité des images, elle est irréprochable et le travail des fichiers sous Lightroom, il est vraiment très 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 agréable avec énormément de flexibilité. Maintenant, le gros défaut du moyen format il y a encore quelques années, c'était vraiment l'autofocus, la rafale et la réactivité, ce qui les rendait difficiles à utiliser sur de l'événementiel, sur de la photo de mariage où on n'a pas de seconde chance. Et ici, avec cet appareil-là, ça a été totalement corrigé. Clairement, moi j'ai l'autofocus en continu et la rafale, et c'est très largement suffisant pour du mariage. Ça manque aucun moment, j'ai vraiment aucune plainte par rapport à ça, que ce soit dans le suivi des sujets ou que ce soit dans la rafale. Alors on a une rafale qui est limitée à 3 images par seconde, mais pour moi, pour du mariage, c'est largement suffisant. Et en plus, ça t'évite de rentrer avec 40 000 images à 102 mégapixels au prix des SSD et du stockage en ce moment. Bon, il vaut mieux éviter de multiplier parce que les fichiers sont quand même très très lourds. Parce que 102 mégapixels, moyen format, on est à 250 mégaoctets par fichier RAW. Donc c'est pas trop mal. Bon, jusque-là, la vidéo a établi qu'un boîtier à 12 000 € faisait pas pire qu'un boîtier à 3 000, ce qui est bon, heureusement, j'ai envie de dire heureusement, mais est-ce que ça fait des choses mieux qu'un Canon R6 ou qu'un Sony A7 III ? Alors ça fait longtemps que j'ai pas eu les Canon et les Sony entre les mains, mais globalement pour moi le gros avantage du moyen format c'est le rendu, la qualité d'image et la haute résolution. Alors 100 mégapixels pour du mariage c'est un petit peu overkill, c'est vrai que
60, ça irait mieux. J'aimerais bien qu'il y ait un mode demi-résolution sur mes moyens formats. Ça n'est pas le cas, c'est dommage. Mais surtout, ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité en post-traitement, de pouvoir recadrer, de pouvoir jouer avec les différents ratios d'images, sans perdre en qualité. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que justement, dans le flux un petit peu important d'un mariage, on n'a pas toujours le temps d'avoir la parfaite composition, de prendre le temps d'avoir exactement toutes les choses. Et savoir que je peux recroper quasiment 2 fois mon image en post-traitement, c'est quand même pas mal. Et c'est un avantage par rapport à des boîtiers avec une moins grande définition. Alors, est-ce que ça vaut les 8 000 € en plus ? Je ne suis pas sûr. L'autre chose qui est hyper intéressante aussi, c'est la qualité des images qui sortent du boîtier. Je trouve que les RAW qui sortent de ce capteur-là, puisque c'est le même capteur sur le GFX, sont vraiment exceptionnels, avec une richesse de couleurs incomparable et avec lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler sous Lightroom. Alors après, encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas testé des boîtiers plein format de la concurrence, donc peut-être que c'est aussi très bien de l'autre côté. Mais voilà, je parle uniquement de mon expérience avec ces boîtiers-là. Un autre avantage du Hasselblad sur le terrain par rapport à un boîtier plus classique, ça va être l'obturation, le déclenchement qui est totalement silencieux. Alors, bien sûr, il existe aujourd'hui sur tous les boîtiers un mode silence de déclenchement, mais souvent qui est ce qu'on appelle une obturation électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rideau qui se ferme, il n'y a pas d'option mécanique, mais c'est juste un enregistrement du capteur. Et en photo de mariage, ça peut poser des vrais problèmes parce que c'est très dépendant de l'éclairage, notamment si tu es sous un éclairage LED fluorescent, comme c'est souvent le cas dans les mairies, voire dans les églises. Selon la fréquence des LED et la fréquence d'enregistrement de ton capteur, tu peux te retrouver avec des gros problèmes de bending qui sont irrattrapables en post-traitement. Après, tes photos sont juste foutues, il n'y a rien que tu puisses faire pour effacer ça. Même l'IA, etc., ça ne marche pas, c'est vraiment trop complexe à corriger. Donc ça te force à utiliser une obturation qui est mécanique et qui est donc un petit peu plus brillante. Alors aujourd'hui, les obturateurs restent très discrets, c'est un petit clic, mais notamment quand tu vas travailler en rafale, etc., ce clic en permanence, ça peut être assez audible, notamment dans des cérémonies, notamment dans des églises où ça résonne beaucoup, et ça peut être un petit peu dérangeant pour le couple ou la personne qui officie. C'est pas la fin du monde, mais le Hasselblad, lui, il a une obturation à l'intérieur de l'objectif, donc c'est ce qu'on appelle un obturateur central, et c'est hyper discret, c'est inaudible, même moi, alors que j'ai le visage sur l'appareil, on l'entend à peine. Il participe à la prière de ton Église et témoigne de toi dans le monde. Et enfin, après avoir vécu longtemps heureux, il part. Donc ça, c'est vraiment pratique quand tu dois travailler dans des environnements discrets, notamment des cérémonies de mariage. C'est un petit plus, c'est pas essentiel et ça va pas faire une différence. Est-ce que ça vaut les 4 000 € de plus que vaut un Hasselblad ? Je sais pas. Mais c'est un petit plus qui est appréciable pour toi, mais aussi pour les mariés, l'officiant de cérémonie, parce que ça crée vraiment un déclenchement qui est super discret et ça ajoute à la qualité de la prestation, puisque vraiment tu deviens vraiment inaudible, tout en gardant une obturation qui est mécanique et donc sans les inconvénients de l'obturation électronique. Un autre aspect un peu de détail que j'ai remarqué qui est différent avec ce boîtier-là et qui est vraiment plus agréable, c'est quand tu vas montrer sur le dos de l'appareil photo, par exemple, les photos à des clients sur le shoot même. Moi, ça m'arrive des fois pendant la séance de couple, quand on a vraiment une photo qui pète un peu pour hyper, les mettre dans l'ambiance et puis les motiver à continuer à faire quelques photos, de leur montrer 1 ou 2 images sur le dos de l'appareil. C'est quelque chose que je faisais assez peu avant, mais que je commence à faire de plus en plus. Et l'écran qui est à l'arrière de l'Hasselblad, c'est un écran OLED très haute définition, qui est vraiment, je pense, le meilleur écran qui ait jamais été mis sur un appareil photo. C'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec, mais aussi de visionner ces photos avec. C'est comme si tu avais un écran de smartphone haut de gamme, vraiment très haut de gamme, collé derrière ton appareil photo. Ce qui fait que quand tu montes des photos à des clients directement au dos de l'appareil, l'expérience de visionnage, elle est déjà hyper importante et l'affichage est très qualitatif. Et malgré tout, ça joue dans le regard que les gens vont avoir sur eux-mêmes, même si la photo elle est pas retouchée, elle est pas éditée, elle est
brute, entre guillemets, elle est tellement bien affichée que ça donne une image qualitative de ton travail aussi quand tu le montres à tes clients juste au dos de l'appareil. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais que je trouve aussi hyper intéressant. Le GFX avait déjà un très bon écran, mais je trouve que là, comme celui du Hasselblad est beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux et a des contrastes, voilà, c'est un écran OLED, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus agréable même de visionner et de montrer tes photos à tes clients directement sur le shoot avec ce boîtier-là. Non, parce que là, regarde, là dans la chapelle, on en a qui sont quand même Ouais. Ça gifle de ouf. Non, ça assez gifle très de ouf. très chouette. Ah ouais, non mais de ouf. Par contre, clairement, il y a aussi des défauts à utiliser ce type de boîtier, notamment le X2D2, en mariage. Le premier défaut qui me vient à l'esprit, c'est le stockage. Parce que le X2D2, il a un stockage intégré. C'est-à-dire que tu as 1 Tera de SSD intégré au boîtier. Alors c'est bien si tu as tendance à oublier tes cartes SD, mais ça te limite aussi dans ce que tu peux prendre en photo. Je pense que sur le SSD, tu peux prendre à peu près 5000 images. Et une fois que ton SSD est plein, alors tu as un emplacement de carte que tu peux utiliser pour étendre le stockage, mais si tu utilises cet emplacement de carte pour créer une redondance de tes images, une fois que ton SSD est plein, tu peux plus photographier, en tout cas plus photographier avec redondance d'images. Donc ça peut être un problème pour de l'événementiel ou pour du mariage. De mon côté, déjà c'est hyper rare que je shoote plus de 2 ou 3000 images sur un mariage, donc j'ai largement le temps de voir venir et ça m'est jamais arrivé de shooter autant. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais si tu es un overshooter et que tu vas revenir avec 10 ou 15 000 images, ça peut valoir le coup de l'avoir en tête. L'autre gros défaut, c'est bien sûr le prix de ce type de matériel, où forcément, pour le prix d'un Hasselblad avec une optique, tu peux faire 2 voire 3 kits Canon, Nikon ou Sony avec leur optique. Donc voilà, c'est aussi... ça a forcément un coût qui est hyper important. Pour des avantages, on atteint le point où le retour sur investissement est pas forcément notable en termes de qualité d'image. Moi, clairement, si j'avais pas eu la sponsor Hasselblad au mois de décembre contre les vidéos, c'est pas un boîtier que j'aurais considéré, en tout cas neuf, pour faire de la photo de mariage. Après, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le fait de l'avoir sur des mariages, il y a pas mal de gens qui reconnaissent la marque, reconnaissent, si ce n'est le boîtier, en tout cas la marque, et qui associent la qualité de la marque à mon travail en disant « Ah, s'il shoot avec ça, c'est que ça doit être un photographe... » Alors c'est de la reconnaissance sociale, c'est des trucs éclatés au sol et ça veut absolument rien dire, ça change rien sur les photos. Mais c'est vrai que c'est comme l'image de marque que tu as quand tu arrives avec un Mac, ça donne ce côté-là un petit peu plus et à voir si c'est quelque chose qui, par rapport à ta clientèle, peut se justifier et faire ce petit effet en plus. En tout cas, une chose est sûre avec ça, c'est que le moyen format numérique ces dernières années n'a pas cessé de nous impressionner, parce qu'il y a encore 10 ans, c'était cantonné au studio avec des capteurs assez lents, des autofocus qu'on n'aurait jamais emmenés sur le terrain, en tout cas dans des environnements aussi rapides qu'un mariage. Et aujourd'hui, ça devient une option viable. Moi, j'ai que du moyen format avec moi, le GFX et le X2D2, et franchement, j'ai pas l'impression de faire des concessions par rapport aux gens qui travaillent en plein format, en tout cas sur la rapidité, l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Alors forcément, c'est des boîtiers qui coûtent encore assez cher, mais petit à petit, les prix baissent, notamment en occasion, et très certainement, là, le X2D2, il est sorti l'année dernière, mais petit à petit, il va devenir moins cher en occasion et va peut-être pouvoir devenir une option plus abordable à intégrer pour des photographes de mariage. C'est surtout ça pour moi la conclusion de cette vidéo, c'est pas forcément, je suis pas en train de te dire qu'il faut acheter un Hasselblad X2D2 et que c'est le meilleur choix pour faire de la photo de mariage, loin de là, mais ce qui est intéressant c'est de voir que cette technologie qui était avant cantonnée vraiment au studio ou à de la photographie lente devient petit à petit adaptable dans des environnements de reportage et que, au-delà du coût, d'un point de vue technique, ça devient des options qui peuvent être envisagées alors que c'était pas du tout le cas encore il y a 10 ans. C'est à se demander ce que nous réserve le futur pour le moyen format numérique. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir et de découvrir si peut-être un jour on abandonnera tous le full frame pour passer tous au moyen format.
Et initialement, ma vidéo s'arrêtait là. Je disais, on peut toujours rêver que le full frame et le moyen format arrivent à des niveaux de tarifs similaires, mais roulement de tambour, renversement total dans le monde de la photo. Entre-temps, entre le moment où j'ai tourné et au moment où je tourne aujourd'hui, les correctifs de cette vidéo, Sony a annoncé le nouveau boîtier A7 R6, donc la version haute résolution de leur boîtier mirrorless phare, le A7, à un tarif de 5099 €. Ce qui est assez dingue, puisque pour le même tarif, tu as un appareil photo Fujifilm GFX 100S2, pour moins cher même, puisque là je le vois sur le site de la Fnac à 100 000 €, donc pour 100 € de moins, et pour 1000 € de plus, alors c'est quand même 1000 €, on est d'accord, c'est pas rien, tu as un Hasselblad X2D2. Et c'est intéressant parce que c'est tous les trois des boîtiers très haute résolution, mais les deux appareils Fuji et Hasselblad ont tous les deux des capteurs de plus haute résolution, de 100 mégapixels. Le Hasselblad n'a pas de fonction vidéo, mais le Fuji a des fonctions vidéo qui sont tout à fait correctes, peut-être pas au niveau de celle de Sony, mais qui est tout à fait correcte. Et c'est intéressant de voir que finalement, d'un point de vue tarifaire, le moyen format est devenu de plus en plus abordable, là où le full frame, notamment dans les versions très haute résolution, devient de plus en plus cher. Donc peut-être qu'effectivement, je me permets d'éditer cette conclusion, on peut toujours rêver, peut-être que le rêve est de plus en plus proche aujourd'hui et que d'ici quelques années, full frame et moyen format seront plus qu'un choix non plus tarifaire, mais uniquement un choix de préférence personnelle pour ce que tu veux pour ta photographie, et ce serait vraiment, vraiment très sympa. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!